vidéo, c'est pour répondre à la question d'une abonnée concernant l'électrophorèse de l'hémoglobine. Alors, qui peut épouser qui ne peut pas épouser qui, quels sont les risques, quelles sont les chances, quelles sont les conséquences et quelles sont les possibilités qui s'offrent à nous ou alors les choix lorsqu'on se retrouve dans ces cas-là. C'est tout de suite, juste après ceci. Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne de la maternité Augustine Sona, ta sage femme pour te servir. Bien, comme tu as vu dans l'intro, commençons déjà par savoir ce que c'est. Alors, c'est un test, l'électrophorèse de l'hémoglobine. C'est un test sanguin, un test médical réalisé pour détecter les anomalies de l'hémoglobine. Et l'hémoglobine en elle-même, qu'est-ce que c'est? C'est une molécule, c'est une protéine qui est contenue dans les globules rouges et qui a plusieurs fonctions. Par exemple, elle permet de fixer l'oxygène et de le transporter des poumons vers les autres tissus et organes de l'organisme. Et en retour, elle transporte également le CO2 ou bien le dioxyde de carbone de ces tissus-là vers les poumons où ils seront tout simplement expirés par le processus de la respiration. L'hémoglobine également, c'est elle qui donne la couleur rouge aux globules rouges et qui à leur tour donne la couleur rouge au sang. Aussi, elle est responsable du transport du sang vers les organes et les tissus afin de garantir le bon fonctionnement de l'organisme. L'hémoglobine aussi est très riche en fer et le rôle du fer dans l'organisme en fait, c'est de fixer l'oxygène. Rappelez-vous au début, j'ai dit que l'un des rôles de l'hémoglobine, c'est le transport de l'oxygène. C'est de fixer et transporter l'oxygène. En fait, l'élément de l'hémoglobine qui permet à l'oxygène de se fixer, c'est le fer. Donc, s'il n'y a pas de fer dans l'hémoglobine, l'oxygène n'aura pas de quoi se fixer dessus. Et donc, vous aurez un sang désoxygéné, donc un sang pauvre en oxygène. Ce qui peut être vraiment très, très fatal pour l'organisme. C'est aussi la raison pour laquelle, lorsque vous êtes anémié, vous avez un manque de fer, vous pouvez éprouver des difficultés respiratoires. Donc, voilà en quelque sorte, en quelques mots, les différents rôles de l'hémoglobine dans l'organisme. Et le test d'électrophorèse de l'hémoglobine vient donc étudier donc la structure, la quantité, le nombre, en fait, vient étudier l'hémoglobine pour voir si elle est normale, si elle est anormale, parce qu'il est clair qu'une hémoglobine qui est touchée ne peut pas remplir ses fonctions à 100% comme il se devrait. Maintenant, dans l'organisme, en fait, pas dans l'organisme, il existe plusieurs types d'hémoglobine. On a donc les hémoglobines normales et celles qui sont anormales. Et l'hémoglobine qui est considérée comme normale, c'est l'hémoglobine A. C'est vrai que dans A, il y a encore d'autres types. Il y a les A1, il y a les A2, il y a les hémoglobines F pour fœtal. Mais bon, tout ça, on catégorise tout ça dans l'hémoglobine A. On a aussi les hémoglobines anormales. Par exemple, on a l'hémoglobine S qui est très rencontrée chez les populations noires. On a l'hémoglobine C aussi, toujours très rencontrée chez les populations noires. Et on a ensuite l'hémoglobine anormale E qui est beaucoup plus commune chez les populations asiatiques. Alors, on parle d'hémoglobine S, ici on va travailler avec la formule S pour faciliter la compréhension. Mais sachez que chaque fois que je vais parler d'hémoglobine S, vous pourrez la remplacer par une autre type d'hémoglobine anormale. Alors, lorsqu'on parle d'hémoglobine S, par exemple, c'est en rapport avec la forme que ça donne à vos globules rouges. En principe, les globules rouges ont une forme de disque. Mais lorsque l'hémoglobine S est présente, ça va donner une forme un peu comme une forme de croissant à vos globules rouges. Et en fait, ce que ça fait, cette forme-là, non seulement ça déforme vos globules rouges, ça rend ensuite vos globules rouges fragiles, ce qui fait en sorte que les globules rouges vont être beaucoup plus détruits qu'il n'en faut. C'est justement ça qui explique l'anémie sévère chez les personnes qui ont ce type d'hémoglobine-là. Ça va aussi rendre votre hémoglobine dure, en fait, rigide. Et lorsque c'est comme ça bloque la circulation sanguine. C'est-à-dire la circulation sanguine n'est pas aisée. Et c'est ça qui cause donc ces crises de douleur vraiment intenses chez les personnes victimes. Autre chose que vous devez savoir, c'est que dans l'organisme, un caractère génétique peut s'exprimer sous plusieurs formes qu'on va appeler allèles. Et si les formes d'expression là sont identiques, on va dire que vous êtes homozygote pour ce caractère génétique-là. Et si ils sont différents, si ces formes-là sont différentes, on va dire que vous êtes hétérozygote pour cet allèle-là, pour ce caractère-là.
Je vais prendre un exemple. Prenons le caractère génétique couleur de la peau. Dans votre organisme, il est possible que vous ayez des gènes ou alors des allèles pour une couleur de peau brune, claire, et des allèles pour une couleur de peau noire. Vous avez ces deux-là. Si par exemple, durant la fécondation, c'est l'allèle noir qui domine sur l'allèle brun, ça veut dire que physiquement, vous serez noir. Mais vous avez quand même dans votre corps l'allèle qui code pour le caractère génétique brun. Et il est possible que vous le transmettiez à votre enfant. Et peut-être chez votre enfant, il est possible que ça soit dominant. Donc peut-être votre enfant peut être brun. Ça va plutôt s'exprimer chez votre enfant en fonction aussi du caractère génétique de son père. C'est la même chose ici. Lorsque vous avez une hémoglobine A, vous pouvez être AA. Donc toutes les formes d'expression d'hémoglobine en vous, c'est AA. On va dire que vous êtes homozygote. Vous pouvez être AS. Donc normalement, vous n'êtes pas malade. Vous avez l'hémoglobine normale A. Mais vous avez quand même une hémoglobine anormale S que vous pouvez transmettre à votre enfant. Et peut-être chez votre enfant, il va s'exprimer. Et quand on dit qu'il va s'exprimer, ça veut dire que votre enfant va faire la maladie que donne cette hémoglobine S-là. Tout comme vous pouvez aussi être SS. Et c'est donc ce génotype SS-là, cette forme homozygote SS-là, qui est responsable des hémoglobinopathies, c'est-à-dire des maladies de l'hémoglobine. C'est ça qui vous donne donc des maladies telles que les thalassémies ou bien les drépanocytoses que l'on connaît bien. Par contre, lorsque vous êtes AS, vous n'allez pas faire de maladie, même comme il y a quand même de rares cas où les AS sont un peu malades. Mais bon, en général, vous n'allez pas faire de maladie. Mais il est possible que vous transmettiez cette hémoglobine anormale-là à votre progéniture qui, chez elle, ça peut vraiment s'exprimer. Et lorsque vous êtes AA, vraiment, vous n'avez pas de risque, tout est OK chez vous. Oui, vous n'avez aucun risque de développer une drépanocytose ou bien une maladie liée à la forme d'hémoglobine plus tard. Lorsque vous avez compris ça, maintenant on peut étudier les différentes possibilités qui peuvent se produire lorsque deux personnes d'un certain génotype décident de se mettre ensemble, de se marier et d'avoir des enfants. Pour cela, regardez bien ces tableaux. Dans le tableau 1, vous avez d'un côté C1, le génotype de C1. C1 là, c'est mis pour conjoint 1. Ça peut être le père comme la mère. Et de l'autre côté, vous avez le conjoint 2 qui peut aussi être le père ou la mère. Donc, le conjoint 1 est de génotype AA, donc il n'a aucune forme d'hémoglobine normale. Le conjoint 2 également est de génotype AA, pareil. Vous voyez que dans toutes les combinaisons possibles, ils ne peuvent qu'avoir des enfants AA. Donc, si par exemple, durant la fécondation, c'est l'hémoglobine A du père qui est transmise et la mère aussi transmet son hémoglobine A, vous voyez que dans tous les cas de figure, ils ne peuvent qu'avoir des enfants AA parce que les deux sont AA, ils sont homozygotes. Donc ici, vous avez 4% de chance sur 4, donc 100% d'avoir des enfants avec un génotype AA. Donc même par magie, là, aucun génotype S ou AS ne peut sortir de là. Dans le tableau 2 maintenant, on suppose qu'un conjoint est de génotype AS, un autre conjoint est de génotype AA. Alors, regardez la case 1 du tableau 2. Dans ce cas-là, vous aurez des enfants AA si chacun des deux parents transmet l'hémoglobine A à son enfant. Dans la case 2, vous aurez AS si un parent décide de transmettre, bon pas qu'il décide parce que ce n'est pas lui qui fait, c'est un phénomène qui se fait au hasard. Si un parent transmet l'hémoglobine S, peut-être celui qui est AS, et l'autre qui est AA transmet l'hémoglobine A, l'enfant sera AS. Dans la troisième case aussi, si les deux parents transmettent leur hémoglobine AA, l'enfant sera AA. Et dans la quatrième case, il sera AS. Vous voyez que ici, dans ce tableau-ci, dans ce cas de figure-ci, là, on a 2 chances sur 4 d'avoir des enfants AA. Et on a également 2 chances sur 4 d'avoir des enfants AS. Mais je veux bien préciser quelque chose. Lorsqu'on dit qu'on a 2 chances sur 4 d'avoir des enfants AA ou AS, ce n'est pas pour dire que si vous faites 4 enfants, parmi les 4 enfants, 2 enfants seront AA ou bien 2 enfants seront AS. Parce que j'ai vu des gens faire cette confusion-là. C'est simplement pour dire que vous avez la probabilité parmi les enfants que vous pouvez avoir que la moitié de ces enfants-là soit AA et la moitié soit SS. Bon, en termes de pourcentage, ça donne 50% de AA et 50% de AS. Ça veut dire que vous pouvez avoir la chance que tous vos enfants que vous faites se retrouvent dans la probabilité de 50% de AA.
Tout comme vous pouvez avoir, je ne sais pas si je dois dire la malchance, que tous vos enfants que vous faites se retrouvent dans la probabilité de AS. Tout comme il peut aussi arriver que vos enfants soient chacun dans les deux probabilités là. Donc vous avez certains qui sont AA, certains qui sont AS. C'est ce que ça veut dire. Dans le tableau 3 maintenant, on suppose que les deux parents sont AS, 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 AS. Vous voyez que les possibilités ou alors les cas de figure qu'on peut avoir ici, vous pouvez avoir des enfants AA, vous pouvez avoir des enfants AS et vous pouvez avoir des enfants SS. Maintenant, étudions les probabilités. Dans AA, vous avez 25% de chances d'avoir des enfants AA, donc une probabilité sur 4, étant donné qu'on a 4 possibilités là-bas. Et AA apparaît une seule fois, donc vous avez un quart de chance d'avoir des enfants AA. Et lorsqu'on convertit un quart là sur 100, ça donne un pourcentage de 25%, donc 25% d'avoir des enfants AA. Vous avez 2 quarts, donc 50% d'avoir des enfants AS, et vous avez un quart aussi, donc 25% d'avoir des enfants SS. Donc, vous voyez qu'ici, là, vous pouvez avoir un peu de tout. Peut-être que certains enfants peuvent être AA, d'autres AS, d'autres SS, ou bien peut-être que tous peuvent être AA, tous peuvent être SS, tous peuvent être AS. C'est vraiment un phénomène au hasard. On ne sait pas ce qui va sortir, ni comment ça va sortir. Dans le tableau 4, vous avez un parent qui est SS, l'autre parent qui est SS. Exactement comme dans le tableau 1, où on avait AAAA. Dans ce cas-là, même par magie, vous ne pouvez pas avoir des enfants AS ou bien AA. Vous n'aurez que des enfants SS dans tous les cas de figure. Parce que les deux sont SS, donc on ne sait pas d'où est-ce que A va sortir. Dans le tableau 5, maintenant, vous avez un parent qui est AS, un autre parent qui est SS. Alors, vous voyez qu'ici, 2 chances sur 4, donc 50% d'avoir des enfants AS. Et puis, vous aurez également 2 chances sur 4, donc 50% d'avoir des enfants SS. Donc, ça peut sortir comme ça peut sortir. On ne sait pas comment ça va se passer. Voilà donc les différentes probabilités ou les différents cas de figure qui peuvent se produire lorsque vous êtes d'un certain génotype et vous épousez ou alors vous faites des enfants avec une personne d'un autre génotype. Donc, pour récapituler, un partenaire AA et un partenaire AA, c'est bon, il n'y a pas de problème, vos enfants seront OK. Un partenaire AA et un partenaire AS, là encore, ça peut passer. C'est vrai que ici, vous ne pouvez pas avoir d'enfants SS, vous ne pouvez qu'avoir des enfants AA et AS. Bon, on prie quand même que les AS ne vont pas faire de maladie. Un partenaire SS et un partenaire SS, vraiment, ceci alors, c'est grave, c'est la catastrophe, c'est très grave. En fait, c'est ce que moi j'appelle le suicide. Parce qu'ici, il n'y a même aucune chance d'avoir des enfants, ne serait-ce que AS. Tous seront AS, tous seront SS sans exception. Un partenaire AS et un partenaire AS. Jusqu'ici, là, c'est toujours grave. C'est vrai que c'est moins grave que SSSS, mais c'est toujours grave et c'est pas négligeable parce qu'il y a une forte probabilité d'avoir des enfants SS. À ce niveau-ci, là, c'est la chance qui va jouer en votre faveur ou défaveur, je ne sais pas. Maintenant, un partenaire SS et un partenaire AS, là encore, c'est toujours grave, comme AS-AS. C'est grave parce qu'il y a une très très forte probabilité que vous ayez des enfants SS. Maintenant, quelles sont les différentes possibilités, les différents choix qui s'offrent à vous lorsque vous décidez de vous mettre ensemble, de vous marier et que vous vous rendez compte qu'il y a des possibilités que vos enfants soient SS. Pour ça, il faudrait que peut-être l'un soit AS, l'autre AS, ou que l'un soit SS, l'autre AS, ou que l'un soit SS et l'autre SS. Alors, voici les différents choix que vous avez. Soit vous vous mariez et puis vous décidez de ne pas avoir d'enfants, du moins pas des enfants biologiques. Peut-être que vous pouvez en adopter ou bien vivre sans enfants, vraiment, ça va dépendre de vous. Soit vous décidez de vous marier, de faire vos enfants, et puis ça va sortir comme ça va sortir, comme on dit chez nous au Cameroun. Donc, tout ce qui vient, bon, mauvais ou pire, vous assumez et vous supportez seulement. Soit vous décidez de vous séparer et de vous donner chacun une chance avec une autre personne, donc les possibilités d'avoir des enfants SS sont inexistantes. Ou alors, vous décidez de vous marier, de vous mettre ensemble, de faire vos enfants, mais à chaque grossesse, vous faites ce qu'on appelle l'amniosynthèse. Donc, on va prélever un peu de liquide amniotique du bébé. C'est un test qu'on fait en fait pour connaître l'électrophorèse du bébé lorsqu'il est encore dans le ventre. Donc, on prélève une petite quantité du liquide amniotique du bébé et on analyse. Si on se rend compte que son électrophorèse est de type SS, on évacue la grossesse. Et puis, si on se rend compte que, bon, il est AA ou bien AS, oui, là, on laisse poursuivre la grossesse.
Mais déjà, c'est pas... Pour faire ça aussi, il faut être prêt. Il faut être prêt psychologiquement et il faut être prêt financièrement. Parce que bon, l'amniosynthèse, c'est pas un test vraiment qui est accessible à tous les pays. Donc, certains pays ne l'ont pas. Parfois, les conjoints sont obligés de voyager pour aller faire ce test-là dans un pays où c'est disponible, ou alors on est obligé, on va prélever les échantillons dans leur pays et puis on va envoyer les échantillons ailleurs pour les faire analyser. Je ne vous dis plus combien ça peut être coûteux parce que vous pouvez l'imaginer avec ce que je viens d'expliquer. Mais également, lorsque j'ai dit qu'il faut être prêt psychologiquement, c'est que est-ce que vous serez prêt à enlever vos grossesses chaque fois? Parce que si on part du principe que lorsque l'enfant est SS, on évacue la grossesse, supposez que vous faites 1, 2, 3 grossesses. Les 3 sont SS. À chaque fois, on est en train d'évacuer les grossesses. Je ne sais pas combien de grossesses est-ce qu'il faudra évacuer avant d'avoir la chance d'avoir un enfant, ne serait-ce que AS ou AA. Tout comme vous pouvez aussi avoir la chance que bon, la première grossesse, ça soit AA ou AS. Mais parfois, ce n'est pas toujours le cas. Et puis, vous vous retrouvez en train d'évacuer plusieurs grossesses parce que voilà, le génotype, c'est SS. C'est aussi quelque chose qui est vraiment très lourd psychologiquement, mentalement pour les parents. Est-ce que vous aurez cette force-là de tenir? Est-ce que vous ne serez pas tenté une fois de laisser poursuivre la grossesse, même si c'est SS, et puis advienne qu'il pourra. Donc, c'est pour ça que j'ai dit vraiment, pour ça aussi, il faut être prêt financièrement et même moralement. Voilà, on tire à la fin de notre vidéo, mais je ne vais pas finir ça sans vous donner un conseil. En fait, si vous voulez mon conseil, mon avis personnel, ce que je peux vous dire, c'est que déjà, quand vous êtes seul, c'est très important de connaître votre électrophorèse. Plus encore lorsque vous vous mettez en relation avec quelqu'un. N'attendez pas d'être en relation avec une personne. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. N'attendez pas toujours l'examen prénuptiaux. Ou alors n'attendez pas la veille du mariage. Peut-être le mariage dans 2 semaines ou 1 semaine. Et vous voulez faire votre test d'électrophorèse aujourd'hui. C'est ça qui pousse souvent les gens à prendre souvent des décisions qu'ils peuvent regretter plus tard. Parce qu'à ce moment-là, on est encore emporté par les émotions, l'amour ici, l'amour là-bas. En fait, on n'est pas lucide, c'est ce que je veux dire. On regarde peut-être le temps qu'on a passé dans la relation, le temps qu'on a investi dans la relation. Peut-être c'était 4 ans de relation, peut-être c'était 8 ans, peut-être c'était 10 ans de relation. Et puis on voit qu'on va se séparer comme ça. Peut-être les préparatifs du mariage vont venir commencer. En fait, c'est dans ce genre de situation qu'on prend parfois des décisions qui sont guidées par les émotions. Et plus tard, lorsque la réalité nous rattrape, on est malheureux toute une vie. Et il y a des innocents qui sont là, qui n'ont pas demandé à naître et qui vont devoir souffrir et porter la croix du choix de leurs parents toute leur vie. Donc, n'attendez pas. Lorsque vous êtes seul, faites votre électrophorèse. Et si vous ne connaissez pas, lorsque vous êtes seul, lorsque vous vous mettez en couple, dès le premier jour ou les premiers instants, faites-le déjà. N'attendez pas que la relation progresse. Parce qu'il y a des gens qui me disent souvent que non, nous là, ce n'est pas vraiment, on n'a pas l'intention de se marier. C'est juste pour un temps et puis après, chacun se cherche. Parfois, les deux mêmes sont conscients que oui, notre relation là, nous deux nous sommes d'accord que c'est pas pour aller jusqu'au mariage. C'est juste pour un temps et après, chacun se cherche. Mais on ne sait jamais. Parce que même dans l'amusement là, l'enfant peut survenir de façon involontaire ou accidentelle, comme on dit souvent. À ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Déjà, de 1, vous n'étiez pas prêt, d'accord, pour vivre ensemble ou cheminer ensemble ou avoir un lien d'attachement. De 2, vous n'étiez pas prêt pour avoir un enfant. De 3, encore moins prêt pour avoir un enfant dans ces conditions-là. Parce que, je ne sais pas, peut-être si vous n'avez jamais vu un enfant drépanocytaire, peut-être vous pouvez ne pas comprendre ce que je dis. Vous pouvez ne pas vraiment ressentir la lourdeur et le poids de la chose. Parce que je vous assure, ça fait mal. Ça fait vraiment mal de voir la souffrance de ces enfants. Je ne parle même pas des parents, je parle seulement des enfants. Ça déchire le cœur en fait. Ce n'est pas une partie de plaisir. Et c'est dans ce genre de situation-là que vous vous rendez compte que vraiment votre vie est parfaite. Donc, vous n'avez rien à demander à Dieu. Vous êtes tellement heureux parce qu'il y a des gens qui souffrent sur cette terre. Donc, même si vous ne voulez pas aller loin, faites votre électrophorèse. Au Cameroun, ça se fait à, je crois, 5, 8, maxi 10 000. Apprenez à connaître vos constances. C'est important pour vous-même. Je ne sais pas, dernièrement, j'ai fait un post sur ma page Facebook. C'est vrai que le post, il avait l'air drôle, mais le fond était vraiment sérieux. C'était quelque chose, ça vous interpellait sur un point. Je disais qu'il y a des gens dans cette vie vraiment qui
qui ne connaissent ni leur poids, ni leur taille, ni leur tension, ni leur respiration, ni leur pouls, leur fréquence cardiaque, ni leur glycémie, ni leur groupe sanguin, ni leur électrophorèse. Bref, ils ne connaissent rien de tout ça. Ils vivent eux seulement. Et donc, comme le vent les amène là, c'est seulement comme ça qu'ils partent. Peut-être le jour où ils sont malades, ils font un tour à l'hôpital là, et puis on prend un peu les paramètres là. Bon, c'est là qu'ils peuvent connaître. En dehors de ça, ça attend encore la prochaine année où ils seront malades. Et pourtant, c'est une erreur. On ne cherche pas l'hôpital seulement quand on est malade, non. On cherche l'hôpital pour prévenir la maladie. Et c'est pour ça que nous, on est obligé d'organiser des vidéos comme ça, des visioconférences, des séminaires, pour pouvoir sensibiliser les gens sur cet aspect-là. Dernièrement encore, j'organisais un séminaire sur Google Meet, un séminaire qui s'est étendu sur 4 jours. On a étudié beaucoup de thèmes, les cycles menstruels, la période fertile, en cycle irrégulier et régulier. On a parlé de la prise de poids durant la grossesse, on a parlé de la césarienne, on a aussi parlé du sevrage du bébé. Ceux qui ont vraiment assisté au séminaire, ça a été magnifique. Je ne sais pas, prochainement ou alors dans les jours à venir, on pourra organiser d'autres séminaires comme ça ou d'autres séances comme ça afin que ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'assister puissent assister. Donc, apprenez à connaître vos constances. Prenez votre santé au sérieux. Prévenez la maladie. N'attendez pas que la maladie s'installe avant de chercher à la guérir. Donc, lorsque vous connaissez votre génotype avant, si peut-être vous êtes AA, vous savez que bon, vous n'avez pas de souci, vous pouvez vous mettre avec un AA, un AS, un SS même, bon, vous pouvez avoir des enfants peut-être AS, mais vous ne pouvez pas avoir des enfants SS. Si par exemple vous êtes déjà AS, là, ça vous met déjà la sonnette à l'alarme. Vous savez qu'avec AS, c'est dangereux. Avec SS encore, n'en parlons même pas. Donc, l'idéal pour vous, c'est de vous mettre avec ou de faire des enfants avec quelqu'un qui est AA. Si vous êtes SS, l'idéal aussi, c'est de faire des enfants avec quelqu'un qui est AA. Et bon, maintenant, lorsque vous connaissez déjà comme ça vous permet de prévoir, d'éviter. Vous êtes alerte. Maintenant, si vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes déjà dans la relation et puis voilà, vos génotypes sont problématiques, ce que moi, je vous conseille vraiment, c'est de vous séparer. De vous séparer et de vous donner d'autres chances ailleurs. Parce que prendre le risque de faire des enfants qui vont venir au monde souffrir pendant toute leur vie, vraiment, c'est trop de traumatisme. Peut-être vous deux, ça peut vous arranger, mais pour cet enfant-là, il n'a pas fait ce choix-là, il n'a pas décidé ainsi. Donc, il faut vraiment lui épargner cette souffrance-là. Ou alors, si vous êtes assez fort, comme je disais au début, et que vous avez les moyens, vous pouvez continuer dans la relation et puis à chaque grossesse, vous faites une amniosynthèse. Donc voilà un peu ce que je voulais partager aujourd'hui par rapport à l'électrophorèse et tout ce qui concerne cela. J'espère avoir répondu à la question de l'abonné qui me l'a posée et avoir également éclairé bon nombre d'entre vous qui ne maîtrisaient peut-être pas suffisamment le sujet.